Alain Héril, bonjour. Bienvenue dans Des mots et des mots. Pour cette émission, on va beaucoup parler de la sexualité puisque vous êtes avant tout sexothérapeute. On va parler un petit peu de votre parcours après, mais donc vous êtes d'inspiration analytique et vous travaillez aujourd'hui avant tout avec des personnes qui ont des problématiques au niveau de leur sexualité, en couple ou en individuel. Il y a une question qui paraît peut-être une question un petit peu étrange ou un petit peu réductrice, mais en même temps c'est une question qui peut être aussi plus profonde. À quoi sert la sexualité ? Alors, c'est une question qui n'est pas si anodine que ça, évidemment, parce que, en fait, à quoi sert la sexualité? Très peu de personnes peuvent répondre à ça, parce que la plupart du temps, on pense que la sexualité, c'est essentiellement pour pouvoir avoir des orgasmes, pour être bien, parce que ça fait du bien, c'est bon pour l'hygiène de vie et tout ça. Il y a un côté parce Mais que... oui, je dirais fonctionnel. Mhm. Et la plupart du temps, on est dans un rapport fonctionnel à la sexualité. Donc, à la question à quoi sert la sexualité, moi, j'aurais tendance à répondre de façon un petit peu large que la sexualité, ça nous sert à rencontrer. Ça nous sert à rencontrer l'autre et ça nous sert à nous rencontrer nous-mêmes. Et que la sexualité, fondamentalement, c'est quelque chose d'émotionnel. Ça nous sert à rencontrer nos émotions, ça nous sert à nous confronter aux émotions de l'autre et ça nous sert aussi à pouvoir être en lien avec nos dimensions inconscientes également. Parce que tout comme le rêve, la sexualité, c'est l'un des meilleurs moyens que nous ayons pour avoir la preuve que l'inconscient existe. Ça se traduit dans les fantasmes, ça se traduit également dans les désirs que l'on peut avoir, mais fondamentalement, la sexualité, c'est un moyen de connaissance de soi-même et de connaissance de l'autre. Ça sert à ça, fondamentalement. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser plutôt dans ce domaine-là? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une dimension de rencontre avec soi pour le thérapeute dans ce cas-là. Bien sûr, moi ce qui m'a amené à ça, je dirais que c'est surtout mes patients en premier temps, parce que lorsque je me suis installé, j'avais l'étiquette sophrologue. Donc j'étais pas encore psychanalyste ni sexothérapeute et qu'il s'est avéré que mes patients venaient de plus en plus au début de mon exercice avec des problématiques sexuelles. Problèmes d'éjaculation précoce, d'absence d'orgasme et autres, et donc je n'étais pas suffisamment formé sur ce terrain-là. Donc j'ai fait une formation en sexothérapie avec Suzanne Kepes, alors que j'étais déjà installé. Et donc au sortir de cette formation, donc j'ai pris l'étiquette sexothérapeute à laquelle j'avais droit, bien entendu. Et donc c'est un peu mes patients qui m'ont amené sur ce terrain-là. Ceci étant, j'ai accepté de me laisser entraîner sur ce terrain par mes patients aussi. J'aurais très bien pu refuser de rentrer sur le terrain de la sexothérapie, mais parce que aussi c'est quelque chose qui me passionne. Moi, l'une de mes formations, c'est la philo également, en dehors de la psycho. Et je trouve que philosophiquement, la sexualité est un merveilleux terrain de tentative de compréhension de l'être humain. Donc au-delà du rôle social, il y a un rôle de comportement général de l'individu autour de la sexualité. Bien sûr, parce que la sexualité, ça raconte quelque chose d'intime de nous-mêmes, évidemment, mais en même temps, la sexualité, ça raconte quelque chose de notre rapport à la morale, de notre rapport à la politique également, de notre rapport à l'autre, de notre rapport à la société. Donc la sexualité condense en elle-même un ensemble de nos rapports à ce qu'est notre environnement, de façon très large. Donc parler de sa sexualité, c'est pas simplement parler de comment on pratique la pénétration. C'est aussi... Souvent, c'est ça l'image que les gens ont du bien sexothérapeute. sûr, la plupart du temps, et je le vois chez mes patients viennent et ils ont un problème mécanique, on va dire, un problème fonctionnel. Donc éjaculation précoce, absence d'orgasme, frigidité ou autre. Mais dès que l'on dépasse ce terrain-là, on s'aperçoit que le problème, c'est un problème aussi relationnel, c'est un problème moral, c'est un problème éducationnel également, et que la sexualité raconte tout ça. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse Est-ce aussi qu'il y a sur des ce terrain-là. personnes justement qui ont vraiment la sensation qu'elles vont se limiter aux problèmes fonctionnels, comme vous dites, et Oui, qui ont du mal à aller sur l'autre terrain qui semble important bien aussi? sûr, bien sûr. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je suis un vieux thérapeute et que ça fait 20 ans que je consulte. Donc, j'ai des patients avec qui j'ai pu travailler pendant 6 mois ou 1 an sur une problématique fonctionnelle qui, finalement, a trouvé sa résolution. Mais ce même patient peut revenir 3 ou 4 ans après, me voir en me disant « On a travaillé sur mon problème d'éjaculation précoce, maintenant je voudrais continuer à travailler autour de la sexualité, mais sur quelque chose là qui va être un petit peu plus profond, un petit peu plus philosophique, un petit peu plus comportemental également. Et bien souvent, ce qu'on va retrouver, c'est la problématique relationnelle et émotionnelle aussi. C'est pour ça aussi que je travaille aussi avec les couples qui viennent pour ces raisons-là. Et j'imagine qu'il y a un lien assez évident entre la problématique fonctionnelle
Et cette problématique plus large que les gens peuvent présenter quelquefois en deuxième temps. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a un lien, bon, moi ça c'est la base de mon travail, il y a un lien aussi avec la dimension inconsciente. C'est-à-dire que lorsque j'ai un patient qui vient pour une difficulté d'érection, là, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas andrologue, donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que ça dit du sujet, cette difficulté d'érection? Pourquoi ça arrive maintenant et pas avant? Et donc c'est là où on rentre sur un terrain qui est plus un terrain psychothérapeutique et où on va essayer de trouver le sens du symptôme. Mais avant de trouver le sens du symptôme, eh ben, le patient, parfois, il a besoin de travailler le symptôme lui-même, bien entendu. Donc c'est pour ça aussi que moi, je travaille beaucoup en concertation avec des urologues, avec des ostéos, avec des médecins, avec des psychiatres qui sont autour de là où j'exerce. Parce qu'à certains moments, je peux envoyer mon patient chez un urologue. Là, il va y avoir un travail très fonctionnel qui va faire. Et ensuite, le patient vient me voir pour un autre type de travail autour de sa sexualité. Il faut que le symptôme soit quand même identifié médicalement. Bien sûr. Dès lors bien que sûr. toute manifestation pathologique ou dysfonctionnelle sont éliminées, on peut passer au stade supérieur. Exactement. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai des patients hommes qui viennent me voir pour un problème de désir, par exemple, et ça c'est un symptôme qui est en recrudescence à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent pour une absence de désir, automatiquement, je les envoie chez un urologue avec qui je travaille pour pouvoir faire un taux de testostérone. Un bilan hormonal, pour voir s'il n'y a pas effectivement une testostérone qui est anormalement basse. Et une fois qu'on a éliminé ce problème, qui s'élimine dans 80% des cas, même 90%, après on rentre sur un autre type de travail. J'imagine qu'en plus ça rassure la personne qui se dit ok, c'est pas fonctionnel, donc on va vraiment travailler sur la dimension psychologique et Exactement. de la problématique. Oui. Alors, même sur des problèmes physiologiques éliminés, le problème de désir, il peut s'adresser uniquement à son partenaire habituel ou bien il s'adresse à toute la gente qu'il va rencontrer? Le désir, le problème c'est que le désir n'est pas moral. Donc que le désir, il n'est pas circonscrit à son compagnon ou à sa compagne. Ça, on voudrait bien. Mais le désir, c'est quelque chose qui dépasse largement la relation conjugale et la relation à deux. Et j'aurais même tendance à dire que c'est même bien que le désir sorte du couple. Parce que ça laisse entendre qu'on est dans une libido qui est forte, qui est ouverte, qui est généreuse. Après, la question du passage à l'acte, ça c'est autre chose. Mais je pense que c'est absolument fondamental qu'en tant qu'être désirant, nous puissions désirer au-delà de la personne avec qui nous avons choisi de faire notre vie. Donc vous dites que si on désire, je traduis à ma façon peut-être, ça va me rassurer aussi quelque part, ça a étayé un petit peu mes pensées, c'est bien. Écoute pas, si on désire à l'extérieur, vous pensez que ça peut renforcer le désir à l'intérieur? Ah, ça, j'en suis absolument persuadé. J'en suis persuadé. Je vais y aller. Hein. Oui, mais en même temps, désirer à l'extérieur ne veut pas dire passer à l'acte. J'entends bien. Bien entendu. C'est-à-dire que c'est important que nous soyons continuellement dans une projection par rapport à des objets de désir, à des personnalités connues, à des gens qu'on rencontre dans la rue, à un collègue de travail ou autre. Bien sûr, c'est une projection qui est nécessaire, qui nous met en mouvement et qui nous maintient vivants. Si on ne maintient son désir qu'autour d'une seule et même personne, à un moment donné, le désir va se scléroser. Il va finir, et ça c'est ce que rencontrent d'ailleurs beaucoup de couples, il va finir par s'affadir et on a besoin d'être alimenté par des objets qui sont autres que Vous dites que c'est une réaction normale de l'érosion qu'opère le temps sur le désir et c'est quelque chose de normal. Oui, parce que le désir a besoin, là encore de manière fondamentale pour exister, d'un certain nombre de règles de base. L'une des règles de base, c'est la curiosité. Je suis curieux de l'autre. En même temps, la surprise. Je suis curieux de l'autre et quand je le rencontre, il y a quelque chose qui me surprend. Donc, ce qui fait que le désir, il va là trouver un moyen à pouvoir s'ouvrir. Mais si à un moment donné, je ne suis plus curieux de l'autre parce que je le connais trop ou que j'ai l'impression de trop le connaître, et si je n'ai plus de surprise dans la rencontre désirante et dans la rencontre sexuelle, à ce moment-là, les choses, petit à petit, ont tendance soit à être toujours de la même manière. Là, c'est la fameuse routine. Quand il n'y a plus de séduction en fait, entre les deux personnes. Bien sûr, et la dimension de la séduction, elle est absolument importante. C'est-à-dire que la sexualité trouve naturellement sa place dans le couple au début de l'édification du couple, mais dès que le couple commence à vivre, à s'installer, voire même lorsqu'il y a des enfants qui arrivent, là, il y a quelque chose qu'il faut relancer. Et donc, Alain, quand vous expliquez aux personnes que vous recevez qu'il est normal que le désir existe en dehors du couple, est-ce que ces personnes sont capables d'entendre ce discours-là, qui n'est pas du tout un discours habituel en tout cas?
là où il y a la culpabilisation habituellement, il y aurait quelque chose qui pourrait justement déculpabiliser. Est-ce que c'est entendu ce discours-là? Alors, bien entendu, je leur dis pas de façon directe ou c'est pas une injonction que je leur envoie, bien sûr, ou une vérité, encore moins. Mais parfois, ce sont les patients eux-mêmes qui viennent à cet endroit-là parce que, évidemment, en tant que thérapeute, moi, je suis dépositaire de la parole intime de mes patients. Donc, j'ai des patients et des patientes qui me parlent de leurs relations extra-conjugales, qui me parlent de leurs fantasmes, qui me parlent de ce qui se passe pour eux dans leur intimité et dans leur lien à la sexualité. Donc, à un moment donné, à partir du moment où ils se rendent compte que ce qu'ils vivent est quelque chose qui leur appartient et qui est normal, parce que j'ouvre une parenthèse quand même importante, c'est que la grande question en sexothérapie, c'est suis-je normal? C'est la question qui revient le plus souvent. Je ressens ça, je vis ça, je désire ça, suis-je normal? C'est le manque d'information qui donne ça ou c'est d'une part le manque d'information, et vous parliez de diable tout à l'heure et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une idée que dans la sexualité, il peut y avoir quelque chose de diabolique qui est tapi là, à un endroit, et qui risque de ressurgir à tout moment. Donc lorsque les patients vont parler de leur désir en dehors du couple, de leurs projections et autres, ils ont l'impression tout d'un coup, c'est comme s'ils étaient possédés. Donc moi, mon travail, c'est d'arriver à les aider à comprendre que c'est simplement leur désir qui s'exprime et que le désir, eh ben, il n'a pas de limite. Que le désir, il n'est pas simplement dans le champ de la relation conjugale et qu'il est complètement ouvert. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce désir? Comment, effectivement, on va le conditionner, le contenir ou autre? Ça appartient à chacun. Mais en même temps, mon travail, c'est un travail qui aide les patients à comprendre que la sexualité, ça va avec la liberté, ça va avec l'imagination, ça va avec quelque chose qui raconte la particularité, je dirais, sans limite du psychisme humain. Alors en fait, votre rôle dans un premier temps serait d'abord de démystifier sur la longueur du sexe, est-ce que c'est vraiment très important, sur ce que disent les médias sur telle ou telle chose, ça nous rassure. Suivant la question, suis-je normal? Vous d'abord vous démystifiez et après vous permettez à l'autre de s'ouvrir. Oui, tout à fait, parce que je crois que c'est important de pouvoir démystifier effectivement les choses, surtout concernant la sexualité, parce que la plupart des gens qui viennent me voir, et je pense que la plupart des gens qui parlent de sexualité, vont associer sexualité avec, moi, ce que j'appelle le frottement de muqueuse. Oui. C'est-à-dire essentiellement quelque chose qui est mécanique, qui a à voir avec l'acte sexuel en lui-même. C'est pareil, vous questionnez la plupart des gens dans la rue, vous leur dites qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez fait l'amour? La plupart du temps, les gens vont dire c'est parce qu'il y a eu pénétration. Oui. Donc ça laisse entendre que la pénétration, elle est obligatoire, que la sexualité, c'est forcément l'acte sexuel. Moi, mon travail, c'est, si je puis dire, de les sortir de ça. Je ne dis pas que l'acte sexuel n'est pas important, mais qu'ils comprennent qu'ils sont des êtres de désir, des êtres de fantasme, des êtres de projection, d'imagination, et que la sexualité se construit dans ces endroits-là et dans ces sphères-là. Après, l'acte sexuel n'est que le résultat du désir, n'est que le résultat du fantasme. Et si on ne se pose pas des questions sur ses fantasmes, sur son désir, on va avoir une vision essentiellement mécaniste de la sexualité. Et là, à ce moment-là, moi, mon rôle, ça va être un rôle simplement de garagiste, où je vais soulever le capot et puis changer la tête de Delco, et puis voilà, et puis les choses vont se réparer. Et la sexualité, c'est quand même, à mon avis, beaucoup plus subtil que ça. Oui. Et justement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce qu'il y a tout cet univers autour que la sexualité peut fonctionner longtemps dans un couple, qu'il peut y avoir du désir qui se renouvelle? Oui, parce que justement, à partir du moment où on sort la sexualité essentiellement de la mécanique sexuelle, de l'acte sexuel en lui-même, du coït, pour pouvoir être sur d'autres terrains, là oui, on enrichit la relation. On enrichit la relation, le partage émotionnel est beaucoup plus fort, beaucoup plus vaste, et en même temps, ça permet aussi de pouvoir mettre la sexualité à un endroit qui est quand même important, c'est l'endroit du ludisme également. C'est-à-dire c'est quand même une activité ludique, c'est un jeu. Et que nous, en Occident, on a tendance quand même à avoir une vision très dramatique de la sexualité. C'est toujours quelque chose de difficile. Toujours. Et culpabilisant, bien sûr. Et donc, c'est sortir de ça qui est important.